Bonjour à tous, ravi de vous revoir, de revoir des visages connus qu'on revoit tous les mois, notamment. Ça fait vraiment plaisir. Alors ce soir, nous sommes en direct du magnifique pays qu'est la Slovénie. Alors, je suis dans un bureau, donc voilà, ce n'est pas les vignes slovènes. Mais aujourd'hui, Guillaume Antali, qui est ici présent, vous montrera justement des photos des magnifiques parcelles que l'on retrouve dans ce pays. Alors, je vais laisser encore une petite minute les personnes entrer dans le visio. Il y a encore des personnes qui se connectent. Bonjour. Comme d'habitude, vous pouvez discuter sur le chat. Voilà ici. Bonjour à tous. Voilà, vous pouvez nous dire d'où vous venez. C'est toujours sympa de voir où, depuis quel pays ou quelle ville vous nous regardez, depuis quel vignoble. Bonjour à tous. Ok. On attend les derniers, c'est parti. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes très heureux voilà, d'échanger avec vous, de partager avec vous un vignoble qui n'est pas nouveau dans la production de vin, bien évidemment. On s'en apercevra tout à l'heure. Je suis en compagnie aujourd'hui de Guillaume Antalik, qui n'est pas slovène, qui est originaire de Bordeaux, qui est scientifique, chimiste de métier et qui aujourd'hui est passionné de vin et donc aussi producteur du vin au sein du vignoble familial, puisqu'il a aujourd'hui épousé une Slovène, vigneronne. Voilà, donc ça y est, tu es devenu aussi vigneron, Guillaume. Tu pourras nous en Exactement. parler. Et Guillaume est également professeur ici à l'université d'onologie où je me tiens, où je suis donc à Vitana, qui est donc une ville dans le sud-ouest de la Slovénie. Aujourd'hui, on va pouvoir vous parler ensemble donc de toute la viticulture voilà, qui se passe ici dans le magnifique vignoble de la Slovénie. On va pouvoir parler aussi des travaux de recherche que mène Guillaume au sein de l'université, des travaux magnifiques et brillants sur de multiples sujets, que ce soit au niveau des parcelles, au niveau de l'aromatique, au niveau de la viticulture et de l'œnologie. Vous allez voir, il va vous raconter voilà, beaucoup de choses très intéressantes à ce sujet. Et ensuite, on parlera aussi également de ton domaine viticole. Alors, Guillaume, peux-tu te présenter, s'il te plaît, même si je viens de t'introduire, et présenter aussi Merci. ce qu'on est en train de déguster ce soir? Oui. Merci beaucoup, Justine. Bonjour, bonsoir à tous. Et puis, merci de m'inviter à de talk show et de pouvoir présenter la Slovénie et puis mes activités ici en Slovénie, mais de façon générale, le vignoble slovène aux amateurs français. Donc, Guillaume Antalik, je suis français originaire de Bordeaux. Initialement, comme tu as dit, Justine, je suis chimiste analyste, donc c'est dans l'analyse. Et un peu par hasard, donc j'ai poussé la porte de l'œnologie quand je suis rentré en thèse à la faculté d'œnologie de Bordeaux. C'était ça il y a presque 20 ans, il y a 18 ans. Et je suis pris de passion pour l'œnologie et pour le vin, pour la science et pour la culture du vin, qui m'a amené un peu plus tard en Afrique du Sud, où j'ai rencontré ma future femme, Katia Chouquier, donc, qui est slovène, qui, elle, faisait une thèse entre Ljubljana et Stellenbosch. Et donc, on est resté 1 an et demi là-bas. Après, on est parti en Australie, travailler 3 ans, donc toujours travaillant dans la recherche, mais en étroite collaboration avec la wine industry, comme on dit dans ces pays, et en travaillant beaucoup sur les concepts de maturité, notamment de maturité du raisin, de maturité aromatique. Et je suis arrivé en Slovénie en 2016, en la fin d'été 2016, avec trois, on va dire, trois activités ici. Donc, une activité d'enseignant-chercheur à l'université de Nova Gorica, et on est situé dans la vallée de Vipava, à l'ouest, sud-ouest de la Slovénie, comme tu l'as dit, Justine. Et après aussi, donc, pour développer le domaine familial, donc domaine chouquier, dont on parlera un peu plus tard. Et également, on a ouvert un bar à vin qui marche bien à Ljubljana. Donc, en fait, les trois aspects, éducation, recherche, production de vin, mais aussi
en lien direct avec les amateurs slovènes, avec le bar à vin Lugano. Des activités diverses et variées qui font de toi quelqu'un qui a une bonne connaissance de ce qui se passe ici en Slovénie. Tu fais partie aussi de l'association des vignerons hein, slovènes, que vous êtes en train de... Ouais, en fait, ouais, ouais, il y a un de mes chevaux de bataille, on va dire, ici, c'est vraiment de promouvoir l'aspect terroir et le concept de terroir ici en Slovénie. Dans cette partie-là de l'Europe, il y a un potentiel fantastique, mais qui jusqu'à présent n'était pas très bien compris, pas très bien, on va dire, utilisé par les vignerons. Et on a une association de vignerons qui s'appelle Slovenska Velika Lega. En gros, si on traduit en français, on pourrait traduire ça par l'association des grands crus slovènes où notre idée, c'est de promouvoir les terroirs slovènes en Slovénie pour faire bouger les choses, mais aussi à l'étranger, sur la scène internationale, pour montrer au monde qu'ici, il y a un potentiel très, très intéressant et très qualitatif des terroirs slovènes. Exactement, un gros potentiel. Et justement, quand on... Donc moi, je viens d'arriver aujourd'hui parce que Guillaume a gentiment invité l'équipe Franck Thomas et donc en particulier moi pour venir faire un atelier demain de dégustation intuitive et géosensorielle aux étudiants pour pouvoir mettre en valeur, justement, c'est toujours l'intérêt, c'est de mettre en valeur les parcellaires, les cuvées, les crus slovènes. Et la première chose qui est flagrant quand on traverse la frontière italienne et qu'on arrive dans la région ici, la première, la plus grande région justement production ici dans le sud-ouest du pays, c'est vraiment ce relief et l'aspect très vert. C'est extrêmement vert. Au sein des vignes, on voit énormément d'arbres fruitiers, on voit énormément déjà de biodiversité, enfin, beaucoup d'enherbement. On voit vraiment énormément de vie déjà. Et on sent qu'il y a un patrimoine viticole riche et très diversifié. Et Absolument, oui. C'est vrai que c'est une belle image que tu décris là, Justine. C'est vraiment ça. On arrive, quand tu arrives bucolique. derrière Venise, après, quand le pays plein un peu du Prosecco, même si Prosecco, initialement, ça vient d'une partie qui est assez accidentée. Mais là où, où on fait pisser la vigne pour le Prosecco. Et derrière, on arrive à la frontière slovène, on rentre du Veneto, passe en Friuli. Et là, on arrive effectivement à la région de Collio, qui est la partie italienne, et la partie slovène, c'est Goriška Brda. Et après, juste après Vipava, où là, c'est de suite les collines et puis les vignes en terrasse. Et c'est très vert, effectivement, 60% du pays couvert par la forêt. Et, 60%. et beaucoup, ouais, 60%, et beaucoup de polyculture. Donc, il n'y a pas d'agriculture intensive ici. Et en fait, il y a tout, même si les gens n'ont pas encore complètement conscience, il y a vraiment, je connais très, très, très peu d'endroits au monde où il y a naturellement, en gros, la scène est posée pour avoir une approche agroécologique qui marche bien. L'enherbement, c'est aussi et beaucoup dû au fait qu'on a besoin d'enherber les vignobles, pas uniquement pour des problèmes environnementaux directs, mais c'est aussi à cause de l'érosion, comme il pleut beaucoup. Il pleut pas mal et souvent des grosses pluies d'orage. L'herbe et l'enherbement permet de limiter l'érosion par rapport à ça. Alors, je crois que tu as de jolies photos. Là, tu nous as Oui, donné envie. Là, on a envie de voir l'aspect magnifique, oui, bucolique exactement. Alors, attends, je vais partager mon très, écran. et très apaisé de la Slovénie, en tout cas sur les terroirs viticoles. Euh, je t'en prie, ça permettra à nos amis de mieux voir. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité, hein, parmi les personnes présentes ce soir, ce magnifique pays. En tout cas, voilà exactement à quoi ça ressemble quand on arrive. Voilà. Alors, je vais mettre en grand écran, voilà. Donc ça, exactement, ça, c'est la première photo, oui, c'est ce qui correspond à la région de Brda. Quand on arrive en Slovénie, c'est là, donc, vous voyez, donc pas beaucoup de vignobles en terrasse, avec pas mal d'arbres fruitiers qui se mêlent, et puis au fond, les Alpes juliennes, à la frontière entre Slovène, italienne et autrichienne. Et d'ailleurs, alors là, je ne sais pas si on le voit, donc dans ces montagnes-là, il y a le Triglav, les trois pics, qui est la montagne symbolique légendaire slovène. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que pour être un vrai Slovène, il faut avoir gravi le Triglav une fois. Et c'est la petite montagne, les trois pics, qui sont d'ailleurs sur le drapeau slovène.
Et alors, est-ce que tu l'as fait, vu que tu es arrivé là Alors en... moi, je l'ai pas encore fait, mais mon beau-frère l'a pas fait non plus, donc il n'est pas un vrai Slovène. On devra le faire ensemble. C'est ça. J'ai pas encore fait, non. Pas encore fait trop d'activités entre les différentes régions dans lesquelles je suis, mais c'est prévu, c'est prévu. Ah oui, mais tu travailles énormément entre le bar à vin, les vignes, les cours. Donc voilà, c'est plus un peu quand même plus la famille avec deux garçons en bas âge, donc ça fait pas mal d'activités. Alors je vais faire passer. Je reviendrai après peut-être sur ça pour voir quelques paysages. Voilà, donc ça c'est. Alors peut-être Justine, peut-être présenter d'abord la géographie du pays si tu veux, Ouais. avant de passer sur les paysages. Donc juste pour rappeler où c'est la Slovénie qui se trouve ici. Alors les gens pensent Slovénie, déjà souvent les gens confondent Slovénie et Slovaquie et pensent que la Slovénie c'est à la frontière russe. Donc non, la Slovénie est un pays d'Europe centrale situé entre l'Italie, la Croatie et l'Autriche, et la Hongrie aussi. Donc c'était la partie nord de l'ex-Yougoslavie, c'était le premier pays qui était indépendant à la séparation, la guerre d'indépendance de la Yougoslavie à la fin début des années 90. Et ils étaient considérés un peu comme les Allemands de la Yougoslavie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des influences, donc tu sens on est des Balkans ici, mais il y a de grosses influences autrichiennes, de grosses influences italiennes ici dans la partie ouest. On sent que ça se ressent au niveau architecture et au niveau mentalité aussi. Donc voilà, on est actuellement Et c'est à là, Vipava. voilà, tout à fait. Donc là, c'est une région viticole. Elle s'appelle Primorska. Alors, Primorska, alors, je vais passer ici. Voilà, Primorska, c'est toute la partie ouest, en fait. Voilà, ici, La très bien. région donc la grande région de Primorska est séparée en quatre régions qui sont vraiment différentes d'un point de vue sol et climat. Donc, on a la région donc, de Goleška Brda qui est le pendant de la région Collio en, ici en Italie. Donc, voilà, qui est la région la plus réputée au niveau international. Là, on est dans la Vipasca Dolina, donc c'est la vallée de Vipava, là où on est en ce moment. Après, quand on monte là vers un plateau qui s'appelle Kras. C'est juste là, ici, c'est Trieste qui est ici, là, donc au juste de Trieste. Et après, on a l'Istrie slovène, qui est là, en gros le prolongement de l'Istrie croate, qui est juste au sud ici. Donc ça, c'est la région de Primorska. Après, il y a deux grandes régions à l'ouest. La plus grande région au niveau surface, c'est la région de Stariaska, qui est en fait la Styrie, qui est le sud de la Styrie, donc qui est connue en Autriche, donc Steiermark, la région qui est devenue très connue pour ses sauvignons, et en Slovénie aussi. Donc ça c'est la Stariaska, mais il y a différentes on va dire équivalents de AOC dans la région de Stariaska. Hein, il y a différents multiples terroirs. Et après, dans cette partie-là aussi, qui est en gros la partie en rouge, s'appelle Podravie, il y a la région de Prekmurje, il y a beaucoup moins de vignes. Alors, il y a plus d'une dizaine d'années, il y en avait beaucoup plus, là il y en a beaucoup moins. Mais là, on a un climat qui est plus proche du climat continental qu'on retrouve en Hongrie. Et après, il y a la région où on se trouve, nous, la grande région de Posavie, où là, c'est assez divers. On a des terroirs relativement frais et très propices aux effervescents dans la région de Dolenska, par exemple. Et nous, où on se situe, notre domaine familial, sur Bela Crana, la frontière croate, où, je vous montrerai une diapo plus tard, on a plus d'influence de la mer Adriatique qui se trouve à 1 heure de route. Et c'est un peu plus chaud ici et plus propice au vin rouge et notamment au cépage Blaufränkisch. Blaufränkisch, tout à fait. Et donc pour résumer, on a plus un climat plutôt méditerranéen, un peu qui va être un peu plus tempéré aussi sur l'ouest. Oui, Euh, complètement, ouais, voilà. complètement. En fait, ici, là, tu vois, Justine, tu n'as pas encore passé, mais quand on partira demain vers Ljubljana, enfin, on monte vite, on est localisé à Vipava, tu montes et tu as une montagne qui s'appelle Nanos et qui fait la séparation entre le climat continental et méditerranéen. Mm. Ça arrive, par exemple, l'hiver, à 20 km d'ici, il fait -5 et ici, il fait 15 degrés, quoi.
Donc, il y a des grosses amplitudes thermiques en très peu de distance. Ça, Mm. c'est vraiment typique en Slovénie. Et la Ouais. partie est qui est plus continentale, climat plus continental. La partie ouest est plus soumise aux influences méditerranéennes, effectivement. Et donc, au vu de ces climats-là, est-ce que tu as une carte où on retrouve les cépages principaux peut-être qui sont cultivés Alors j'ai pas la carte, mais j'ai un lieu où on trouve les cépages en Slovénie de façon générale. Alors, ici, il y Donc, a des cépages qu'on retrouve, des cépages français qu'on connaît, mais il y a aussi beaucoup de cépages autochtones. oui, il y en a une, je crois que oui, les cépages autochtones, il y en a une vingtaine, je crois. Donc on retrouve, donc on voit donc il y a à peu près 15 000 hectares, même un petit peu moins maintenant. Ça n'arrête pas de diminuer en fait. Il y a 40 ans, il y en avait 40 000, maintenant il y a plus que 15 000. Donc ouais, j'espère que ça ne va pas trop diminuer non plus. Et après au niveau des cépages, donc on retrouve des cépages internationaux. On en trouve plus sur les rouges, notamment ici à l'ouest, où il y a beaucoup de cépages bordelais qui sont plantés, notamment Merlot, c'est le plus planté. Alors qu'à l'ouest, à l'est, on trouvera plus de cépages régionaux, comme le Modalfanquia, qui est le Blanc Frankish, par exemple, ou le Jametkova, qui est un cépage uniquement trouvé en Slovénie et qui est super intéressant pour les effervescents. Et après, donc, on retrouve donc en blanc, parce qu'il faut savoir, en Slovénie, c'est quand même 70% de blanc et 30% de rouge. On retrouve un peu plus de cépages autochtones, que ce soit à l'ouest, ici, donc à Brda, ils ont le Rebula, qui est connu en Italie sous le nom de Ribula Gialla. En Slovénie, ça s'appelle Rumena Rebula, qui veut dire exactement la même chose, le Rebula jaune. On retrouve dans la vallée du Pava, donc on a deux cépages qu'on trouve uniquement à Vipava, et Justine a goûté il y a une heure de ça, donc Pinella et Zélène aussi, et ça c'est vraiment super local. D'ailleurs, pour ceux Euh, qui... On a goûté là, le Zélène, on pourra en parler tout à l'heure, hein, très très oui, local. Il y a quoi? Il y a pas si longtemps, il y avait que 2 hectares, mais ils ont replanté oui, un... oui. Et donc il était un peu sauvé des eaux quelque part, et un peu comme le vionnier, hein, quelque part il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, qui avait failli disparaître. Ben là c'est pareil, c'est un peu la même histoire, et de 2 hectares, on est passé, là maintenant il y a 85 hectares. 85, ouais. Ouais, 85 Il a hectares. été sauvé. Donc, pour info, on a goûté donc, un vin d'un domaine notamment qui s'appelle Guérilla, que Oui, j'ai retrouvé en France. Donc, si voilà, je sais que c'est importé en France oui, pour les absolument. Ouais. professionnels, on les retrouve sur les salons. Moi, je l'avais goûté déjà au salon à Angers, le Oui, salon, le Grenier Saint-Jean, qui met en valeur justement des vins issus majoritairement de vins de vignerons qui cultivent la vigne de manière plutôt propre. Euh, oui, c'est un cépage qui est certifié en biodynamie, etc. et qui travaille beaucoup les blancs avec de la macération, mais pas trop marqué, parce que les vins de macération peuvent être très marqués rapidement. Généralement, c'est une macération légère de quelques jours, c'est pas des longues macérations, c'est pas des vrais vins oranges, c'est juste ça apporte un peu de structure au vin, en fait. Donc voilà. Et après, donc le cépage blanc roi qui est sur la côte en Istrie, là, c'est la Malvasie, Malvasia. Alors, il faut savoir, alors que c'est Malvasia istriana. Il faut bien distinguer parce que la Malvasie, on en trouve aussi en France, on en trouve en Espagne, on en trouve partout. Dans le bassin méditerranéen, il y a une raison pour ça. Ça date de l'époque vénitienne, hein, donc il y a quand même quelques années, où les Vénitiens allaient acheter du vin un peu à droite à gauche dans tout le bassin méditerranéen. Et dès qu'ils épuisaient le vin d'un endroit, ils allaient dans un autre endroit, mais ils le vendaient toujours sous le nom de Malvoisie parce que le nom vendait bien à Venise. hmm. Et par contre, malgré le fait que les cépages pouvaient être complètement différents. Donc c'est pour ça, c'est un peu un héritage vénitien qu'on retrouve dans la Malvoisie partout dans le bassin méditerranéen, même s'il n'y a pas de lien forcément génétique entre les différentes Malvoisies. Donc ici, le cépage qu'on retrouve, c'est la Malvoisie d'Istrie, donc la Malvasia istriana, donc à l'est. Euh, un autre cépage, je voudrais mentionner quand même deux autres cépages en blanc. Il y a le Rashki Riesling, qui est le Welsch Riesling, qui est le Riesling italien, mais il n'y a rien à voir avec le Riesling que vous connaissez, le Riesling allemand, de Rhein Riesling, qui est le cépage blanc le plus planté en Europe centrale. Ceux qui en produisent le plus sont les Croates et à l'est de la Croatie, ils l'appellent Graševina.
Donc voilà, ici on le retrouve en Slovénie, c'est souvent associé, c'est souvent assemblé à d'autres cépages, mais pas que. Un cépage qui est intéressant. Et un cépage pour moi qui est encore plus intéressant, alors vous voyez, c'est marqué Šipon, mais vous connaissez peut-être sous un autre nom. Le Šipon, c'est le nom slovène du cépage Formint, le cépage hongrois, qui donne de superbes résultats. Tu auras l'occasion de goûter, Justine, dans certains endroits de l'est de la Slovénie. Merveilleux. Donc voilà, donc on peut montrer que peut-être juste quelques faits historiques. Alors je vais essayer de revenir. Oui, parce que c'est un vieux pays de Voilà. production Donc, avant que nous nous y mettions, oui, tous les Français. exactement. Voilà. Hein. Parce que souvent, je me souviens des remarques très, très polies et rigolotes pour moi. Quand je suis arrivé en Slovénie et que je revenais en France, etc., et pas mal de Français me disaient: Ah, mais ils font du vin en Slovénie? Ah Et oui. je répondais: Oui, ils ont commencé à peu près en même temps qu'en France, même un peu avant. En fait, les premières vignes ont été plantées, ouais, ça date de 400, en gros, avant Jésus-Christ. Donc, c'était avant l'époque romaine, et qui était fondée par les Illyriens, donc par des tribus celtes. En France, c'est arrivé tôt aussi, à Marseille, hein, mais c'est à peu près à la même époque, en fait. C'est à peu près à la même époque. Donc là, vous avez un peu tout l'historique de certains faits marquants dans l'histoire de la viticulture slovène. Euh, il y a, donc, on va dire qu'il y a il y a deux époques. Donc la Slovénie a été, donc vous voyez, on retrouve un peu, c'était l'Europe, hein, donc à l'époque, pendant le Moyen Âge et jusqu'à la Renaissance et même après, beaucoup de choses ont été faites par le clergé. Et après, c'était dans l'Empire austro-hongrois. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'introduction de cépages internationaux, et aussi l'introduction du phylloxéra. Il y a aussi Vous aussi. beaucoup de paysage viticole local. Et après, ben, après une bonne partie du XXe siècle, ben, il y a eu l'époque communiste avec la Yougoslavie, où là, ben, en gros, ben, ça a été un gros tournant parce que cette partie-là de l'Europe, quand c'était l'Empire austro-hongrois, était connu pour la qualité de leur vin, notamment dans la sphère germanophone, mais pas que. À l'époque, il faut savoir qu'au 19e siècle, les vins de Tokaï, par exemple, étaient considérés comme les meilleurs du monde et ils étaient plus chers que les vins français, par exemple. Donc, c'est parti de l'Empire austro-hongrois. Et l'époque communiste est arrivée et a détruit un peu la mémoire des terroirs, hein, des terroirs, comment, l'aspect terroir et puis, on va dire, approche d'origine géographique qu'il y avait avant. Qui avait Et été créé notamment par le clergé, sans doute. Enfin, toutes ouais, ouais, exactement. Ouais. Et il y a des photos, alors j'ai pas mis, il y a des photos montrées justement à Maribor il y a une centaine d'années, où il y avait les barriques qui étaient classées selon leurs origines, selon les Mm. parcelles, etc. Et ça, à l'époque yougoslave communiste, ça a complètement disparu. Mm. Mais c'est quelque chose, c'est un trait commun à l'ensemble, pas uniquement à la Slovénie, hein, à l'ensemble de cette partie-là de l'Europe. Il faut savoir que au niveau de production mondiale, si on prend tous les pays en gros de la frontière italienne, hein, ici en Slovénie, jusqu'à la Russie, ça correspond à 10% de la production mondiale, donc c'est pas petit non plus. Euh, et ça en fait, je pense, une des régions, en tout cas, pas que la Slovénie, mais l'Europe de l'Est et l'Europe centrale les plus, pas promettant, mais où il y a beaucoup de travail à faire, mais qui est très prometteur, dire en anglais, parce que des fois je perds les mots français, exciting region, parce qu'il y a des potentiels fabuleux, et par contre, il faut travailler pour les remettre en valeur. Et c'est ce que Travail que petit à tu mets d'ailleurs petit, au domaine, on pourra en parler tout à l'heure, avec les oui, notions de parcellaire que tu remets en avant et qui oui, sont brillamment extraites d'ailleurs, hein, parce qu'on a eu un beau témoignage tout à l'heure d'une cuvée qui est mise en valeur par la notion de parcelle, qui révèle bien, bien le lieu. J'ai hâte d'aller voir la parcelle d'ailleurs. J'espère que tu m'emmèneras. ouais. Alors, ce que je peux vous montrer, bon après ça c'est voilà, je peux vous montrer quelques. Ah oui, c'est une petite.
Petite anecdote, donc en Slovénie, à Maribor, on a la plus vieille vigne qui produit des raisins à partir de laquelle on fait du vin au monde, qui a, on ne sait pas trop, 450, qui a à peu près ouais, entre ouais, 450 et 500 ans. Donc voilà, et c'est donc il appelle Stara Tarta, Sterta qui veut dire vieille vigne. Ça se situe dans la ville de Maribor. Donc c'est un peu un témoignage aussi de la culture. Il y a une culture vin marquée hein, en Slovénie et tout le monde a ou connaît de la famille ou des amis avec une petite parcelle et fait son petit vin de garage. Ça c'est très, très répandu. Donc on sent la culture vin quand on est en Slovénie. Et voilà quelques paysages. Donc là, on est dans la région avec les vignes assez iconiques de Jérusalem, hein, dans l'est de la Slovénie, qui épousent la forme des collines. Là, on est à Donc ça l'est, reste... climat plus continental, hein, c'est ça, où on Là, oui, était. absolument. Là, on est complètement à l'est. On est ici, là. On est dans cette partie-là, ici, là. Voilà, ok. On est là, ici. Ça, c'est les terroirs de Jérusalem, ici. Ça, c'est pareil. C'est bon, ça, c'est en hiver. Là, c'est on est toujours en Stariasca, toujours la partie à l'est. Euh, Ça, on ne voit pas, on voit un peu moins. Ça, c'est la région de Prekmurier, qui est à la frontière hongroise. Et là, on vient dans notre région, mais pas dans Bela Crana, de l'autre côté, donc là où ils font justement des effervescents, pardon. Alors ça, c'est plus la partie basse de la région, mais ouais, ça donne un peu une idée de... Vous voyez, là, ça donne une idée de ce que c'est que la Slovénie viticole. On a des vignobles verts avec la forêt ici à côté, donc c'est vraiment typique. Et là, par contre, on a moins de vignobles plantés en terrasse, mais plus plantés de façon traditionnelle, hein, en ligne verticale. Goriška Brda, donc, qui est la région par laquelle tu es arrivé, que tu as vu, donc, que j'avais montré auparavant. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup plus de terrasses. Ce qui est impressionnant, ouais, c'est ces terrasses, et ce qui est impressionnant, c'est ces haies, quoi. Quand on voit aujourd'hui qu'en France, les vignerons se battent et font en sorte justement de pouvoir remettre des haies, pour recréer une biodiversité au sein de leur vignoble, là, c'est déjà présent, tout est là, quoi. Ça a toujours été. Absolument. Et en fait, c'est un héritage, clairement. Hein. Ça n'a pas été, ça a été tout le temps comme ça parce que c'est un pays de polyculture, hein, tout simplement. Donc, c'est des choses qui étaient présentes en France aussi il y a un paquet d'années, mais ici, ça n'a jamais disparu. Ça a toujours été le cas parce que c'est à l'échelle du pays, ça n'a jamais été dans la production de masse. Après, si la production de masse à l'époque de la Yougoslavie, oui, mais comme c'est un petit pays, derrière, c'était pas un océan non plus de vignes, de monoculture. Quoi. Oui, parce Puis que pour donner un ordre d'idée, pardon, vas-y, je t'en prie. non, non, je dis, et puis après, la topographie s'y prête aussi. Hein. C'est un pays qui est très accidenté avec beaucoup de collines, etc. Donc, effectivement, là, c'est un peu plus compliqué de faire de la production de masse sur ces dans ces types de régions. Ouais, c'est plus artisanal en effet. Oui, Euh, et pour donner un ordre d'idée, voilà, ça représente la superficie en hectares de l'Alsace sur toute ouais, la Slovénie. absolument. Donc, Absolument. c'est d'où cette. Et comme tu dis que les vignes, on arrache encore des vignes, voilà, on rentre dans une sorte de, euh, petite production, enfin petite, il y a 15 000 hectares, mais on reste Ouais, dans une production plus artisanale. Et c'est pour ça qu'on trouve vraiment d'énormes bijoux. D'ailleurs, ce que je viens de déguster, ce que j'ai dans mon verre, tu nous en parleras tout de suite aussi, Guillaume. ouais, absolument. C'est des vins qui sont faits avec énormément de soin et je pense que la chance que vous avez, c'est d'avoir des raisins qui sont d'une excellente qualité. Vous avez la chance aussi d'avoir des vignes qui sont, voilà, d'avoir des vies assez vieilles. Enfin, dans ton domaine viticole, là, c'est ce que tu disais aussi. Oui, alors là, je mettrais, alors, bah, pas que je mettrais un bémol, c'est que, alors oui, les vignes sont pas si, en gros, celles que vous dites, elles ont à peu près 25 ans. Après, il faut faire attention dans cette partie de l'Europe. Alors, ça peut, mais pas tout le temps. Vieille vigne ne rime pas toujours avec qualité, pour la simple raison que quand tu parles de vieille vigne, et, par exemple, tu diras des vignes de 80 ans, à cette époque-là, c'était la Yougoslavie.
Et à cette époque-là, c'était vraiment focus sur la quantité, pas la qualité. Hmm. Et ça, c'est un héritage que tu retrouves partout dans ce coin-là, en discutant avec le pape du bloc frankish, euh, Roland Vélir, qui est en Bourgogne, à la frontière hongroise en Autriche. À l'époque, c'était la Hongrie, et il racontait la même chose. Il a mis des années à trouver la parcelle à laquelle il fait les vins, avec des vignes centenaires qui fait des vins fabuleux. Mais très longtemps, il a cherché des vieilles vignes. Beaucoup de vieilles vignes n'étaient pas qualitatives parce qu'elles faisaient encore des gros rendements pour cet âge-là et ce n'est pas forcément qualitatif. Hmm. Mais effectivement, on trouve quand même aussi des vieilles vignes avec des qualitatifs très intéressants. Ouais, ça, c'est la vallée d'Ipava qui correspond à peu près au temps d'aujourd'hui, sauf que c'est pas l'hiver. Oui, c'est vrai, les filles sont plus joyeuses en ce moment. Elles sont resplendissantes Oui, avec leurs belles ouais, feuilles. voilà. Donc, c'est un peu resplendissant. Après, voilà, c'est beaucoup de. Voilà. Le temps, il reflète bien, mais par contre, les vignes, ouais, c'est un peu plus vertes. Et après, ça, c'est une photo de la distrie où vous voyez des vignes qui bordent la mer Adriatique. Juste là. Voilà. OK. Ah, donc c'est l'association justement des vignerons. Donc, Oui, vous pouvez faire exactement. la Et là, on voit un petit paysage. Ils ont justement donc de mon collègue Michael Gross, donc Vino Gross, qui est aussi exporte en France. C'est vin en France aussi. Dans la région d'Alauzet. Alauzet, c'est à la frontière. Je peux remettre la carte. Alauzet, c'est à la frontière. C'est ici. Voilà, c'est en Stariasca, c'est à la frontière croate ici. Donc voilà, c'est la même région. Et lui, il est originaire de Styrie. Et il a des parcelles ici et ici, mais il est basé essentiellement à Crozet. Et puis, il y a entre les deux ici, il y a quoi? Il y a 50 kilomètres. Il doit avoir au point, parce qu'il fait beaucoup de Fourmine et de Sauvignon. Et il y a à peu près une bonne semaine de décalage au niveau de maturité sur le Sauvignon, sur le même cépage. Il y a facile une bonne semaine dû au climat qui est différent, quoi. Hmm. Donc, l'association Slovenska Alors, Velika Liga, donc voilà, c'est une association qu'on a montée, on en a parlé un peu avant. Donc, on va faire la promotion des terroirs slovènes en Slovénie et à l'étranger. On a créé ça en 2021. Initialement, on était quatre membres initiaux. Donc, il y avait Vino Gross, qui est en Stariasca, Malov, qui est lui en Primorier, donc c'est vraiment la frontière hongroise, et Disimtic, qui est lui à Goișca Barda. Nous-mêmes, présents donc, dans la région de Bela Crana. Donc, on était les quatre membres fondateurs de l'association, qui, si vous connaissez, c'est un peu le pendant slovène de l'association STK, dont justement Michael en a fait partie quand il était sur le vignoble familial en Autriche, où quelque part, alors, la version slovène est beaucoup plus petite et moins puissante, mais la veuve de peu allemande. Donc voilà, c'est un peu la même mentalité. Et voilà, après, très rapidement, on a un couple irlandais qui nous a rejoints. Et dernièrement, on a donc Roca Winery qui est localisé à l'extrême est du pays, à la frontière croate. Et là, on a Domaine Seringa qui est le côté slovène de Tement, qui est assez connu aussi en Autriche. Et on a introduit les effervescents avec deux domaines. Diana qui est localisé à Brda, donc qui est en de Collio slovène. Et mon collègue et ami français, François Botton, un champenois qui fait un travail formidable avec un cépage local, Jamena Czernina, qui lui est basé à la région d'Olenska. Voilà, ils nous ont rejoint dernièrement. hmm. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'afficher sur vos bouteilles le sigle SVL. Comme tu disais, c'est Oui, la même, le absolument. même Alors, je mouvement ne sais pas si vous que- voyez, alors je vais regarder si. Attends, je vais mettre peut-être un. dans le même, c'est pas mal connu en Allemagne avec la mention VDP. Si tu vois, parce que du coup, je vois pas. Alors, attends, je vais faire Escape. Et ça permet justement de permettre un regroupement des vignerons qui permet justement pour le consommateur de comprendre qu'il y a une qualité derrière, des regroupements de vignerons artisanaux, et ce qui permet, voilà, grâce à tous ces vignerons, de montrer, de se mettre ensemble pour favoriser et montrer aux consommateurs, voilà, ce label de qualité aussi.
Alors, on a trois niveaux. Donc, ça, c'est l'affiche pour la sélection parcellaire hein, qu'on goûte de Sauvignon, la Lozitze de chez nous. Super. Et en fait, donc, le L qui est le logo de l'association, et il y a marqué, vous ne voyez pas peut-être, c'est petit, marqué le nom de l'association, et après, c'est les coordonnées géographiques de la parcelle. Ah, génial, ok. Il y a une Voilà. notion de traçabilité aussi, une notion de qualité très mise en avant grâce à cette association. Et donc, vous avez, grâce à Donc l'asso, voilà, on a trois niveaux sorti. comme on voit ici. Alors, je vais Très essayer bien. de on va faire un- Et Voilà, je comment vais sont remettre en grand. nommés les crus, justement? Alors, ça, c'est une excellente question. Donc là, en fait, c'est comme si on avait breveté chaque niveau pour pas être embêté au niveau loi locale, parce que sinon, on pourrait être embêté, parce que c'est pas encore dans la loi, donc on pourrait pas appeler un cru, etc. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment dans la partie est de la Slovénie, il y a très longtemps. Donc, il y a des registres avec des crus avec des sites qu'on appelle légas en Slovénie qui ont été reconnus déjà il y a très longtemps comme étant qualitatifs. Donc, on utilise au mieux ça. Et après, ben, il y a des nouveaux sites qui n'étaient pas référencés donc qui, en fonction du producteur qui les rentre. En fait, ici, c'est vraiment euh, l'idée du groupe. On n'est pas une association de sélection parcellaire, même si c'est vraiment super important pour nous. Mais on veut vraiment remettre de la philosophie qui est très répandue depuis très longtemps en France de sélection d'origine géographique au centre du système qualitatif slovène et de travailler sur les trois niveaux. Donc, en gros, les trois niveaux de qualité régional qui est le SVL Okolish, village qui est le VAS et Lega qui est le cru. Hmm. Voilà. Et ça, c'est donc quelques bouteilles des domaines présents voilà, dans le groupe. Tu sais si certains sont importés en France pour Oui, tous les Français? alors oui, Vinogros est importé en France. Après, Syringa, je me demande si on ne le trouve pas aussi, parce qu'il est quand même connu. Après, d'autres. Ringa, on a goûté aujourd'hui, hein, on goûtera demain en dégustation intuitive avec les étudiants de Oui, l'université absolument. sur leur Sauvignon là, qui est vraiment vraiment magnifique. On sort du Sévignon variétal, enfin bon, un peu construit avec un Absolument, peu oui. de fruits. On est Mm. loin de tout ça. On est vraiment sur un vin de lieu qui représente son lieu, qui a une vraie identité. Et je l'ai trouvé, c'est un vin vraiment riche et profond à la fois, avec une grande salinité, c'est très joli. Donc voilà, j'ai hâte de le redécouvrir demain. Et donc tout ça pour dire qu'on peut vraiment faire des vins, en tout cas les Oui, vins qui sont absolument, et notamment c'est vraiment avec un une vraie cépage, identité, quoi. comme le Sauvignon, qui est connu pour Non. on peut vite tomber dans le stéréotype industriel. Mais il y a une expression ici, on retrouve le Sauvignon planté un peu partout en Slovénie et chaque région, chaque terroir a vraiment son profil. Tu as pu comparer, par exemple, Syringa avec une autre sélection parcellaire Lozitze. On a une expression du même millésime, 2022, on a une expression quand même bien différente. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, et juste un petit mot sur la France en Slovénie viticole, juste pour mentionner quelques collègues français bien établis ici en Slovénie depuis plus ou moins longtemps. Donc François, j'en ai parlé, domaine Slavčák, euh, c'est le roi des effervescents ici. On a Jérôme Pérez aussi, si vous connaissez Jérôme, est un des membres fondateurs et puis membre actif et modérateur du forum La Passion du Vin qui est un absolu fan de la Slovénie et des terroirs de Jérusalem, où il a un petit hectare, un hectare et demi là, de vigne. Il fait des trucs super, notamment avec du Riesling et du Pinot Gris. Après, on a donc un nouvel arrivant. Alors, on ne voit pas sur la vue parce qu'il y a, qui a la barre qui cache. Donc, Antoine Jaboulé-Verchère, donc, qui est issu d'une famille reconnue en Bourgogne, qui avait disparu un peu des radars ces dernières années, qui est revenu à la vinification et qui a lancé sa marque slovène Renaissança. Donc, il est lui localisé à côté de Maribor. Donc,
travaille le chardonnay, mais aussi pas mal de cépages, donc le Lage Riesling et le Riesling et aussi du Kerner. Et après, donc, on a Jean-Michel Morel qui vit beaucoup plus établi. Donc, il a des origines, il est français, mais il a des parents yougoslaves à l'époque. Il a vécu en France, mais ça fait 30 ou 40 ans qu'il est revenu ici. Et lui, il est très reconnu, notamment pour ses vins de macération, mais bien équilibrés. Donc, domaine Cabaye. Il a été souvent cité dans la revue Wine and Spirit comme étant parmi dans dans le top 100 au monde. Donc, il est assez reconnu. Donc D'ailleurs, on voilà, parle. donc c'est un petit clin d'œil de la scène, de la petite scène, mais bien active française dans le paysage viticole slovène. C'est dingue, quoi. Ils n'ont pas trouvé leur bonheur en France, alors que la Slovénie les accueille. Mais Voilà, exactement. comme quoi, c'est un pays Mais très. souvent, Ils ont dû vraiment être touchés par le pays. Et mais c'est. c'est un peu, alors pour apprendre un peu des histoires, oui, alors Jérôme, clairement, c'est ça, Jérôme Pérez. Antoine, c'est un peu ça aussi. Et après, avec François, on a un peu une histoire commune, parce qu'on a tous les deux, on est tous les deux mariés avec une femme slovène, donc il y a toujours une histoire. Et souvent, d'ailleurs, c'est comme ça, 80% des couples franco-slovènes que je connais, c'est la femme qui est slovène et le mari Et alors, tu as qui est français. un second amour, justement, Oui, évidemment ton épouse, mais tu me disais qu'il y a un autre. Tout à l'heure, quand on échangeait tous les deux, je disais à Guillaume, c'est incroyable, dès que tu parles du Blaufränkisch, tes yeux s'illuminent. absolument. Tu as une passion incroyable pour ce cépage, ce magnifique cépage que nous, on a souvent découvert peut-être dans le vignoble autrichien, Oui, qui est un petit complètement. peu plus connu. C'est comme ça que nous, en tout cas en France, les Frenchies, on l'a peut-être découvert plus facilement. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben absolument. Ben, comme tu dis, hein, souvent je dis qu'il y a deux choses qui m'ont fait rester en Slovénie. Évidemment, il faut que je cite ma femme en premier parce que j'ai pas envie de dormir sur le balcon. Non, non, mais blague à part, le Blanc-Frankish, c'est aussi une des raisons. Quand on est arrivé d'Australie, on avait un peu une idée de ce qu'on voulait faire ici, mais au niveau du domaine, il fallait qu'on s'installe un petit peu et puis qu'on voit. Et en même temps, on a commencé à avoir une compréhension du cépage beaucoup plus profonde. Et en visitant justement des super vignerons en Autriche, on a compris que ce cépage pouvait donner des choses fabuleuses. Et ce qui m'a le plus marqué, en fait, il y a deux choses qui m'ont marqué. Dans un premier temps, c'est une vraie éponge à terroir. Tu as pu le goûter, Justine, euh, sur les trois parcellaires que tu as pu goûter tout à l'heure. C'est un truc vraiment marquant. Et après, le potentiel de vieillissement est vraiment bluffant aussi. Donc ça, c'est une chose. Et plus dernièrement, on se rend compte que c'est un cépage qui vient à la mode par rapport à son style. On peut faire des styles variés. On fait des rosés très intéressants aussi. Mais avec son acidité naturelle un peu plus prononcée pour un rouge, ça en fait un des... Honnêtement, je connais très peu de cépages qui aille si bien à table. Il peut s'accorder avec énormément de plats, et notamment pas des plats sophistiqués, hein, avec de la cuisine de tous les jours. C'est assez impressionnant et je connais très peu de cépages capables de faire ça et de par sa versatilité aussi. Alors, en fonction d'un style de bofanquiche ou d'un autre, ça ira plus ou moins bien avec un type de plat. Ça en fait vraiment un cépage super intéressant à travailler. Tu as une photo de, de tes parcelles, peut-être de Blanc. Alors voilà, ici, là, voilà, j'ai Ah, quelques c'est les photos des photos que tu parcelles. mènes. C'est magnifique. Voilà, donc ça, c'est notre petite maison, c'est notre chai, voilà, c'est notre chai, donc on a un domaine qui fait 7 hectares. Donc on a à peu près 65-70% de rouge. Donc c'est un domaine les premières vignes ont été plantées, ça remonte à l'époque austro-hongroise. La famille Chouclé cultive la vigne depuis 1895, donc c'est pas d'hier. Mais on va dire que mon beau-père a été le premier, quant à l'indépendance, donc à mettre en bouteille, parce qu'avant c'était vendu au litre et puis vendu à la coopérative, hein. Voilà, et puis ma femme, quand elle est arrivée un peu, elle a mis son nez dans le business. C'est elle qui a introduit la première cuvée parcellaire de Blanc-Franquish en 2011.
Et puis, on a développé ça et l'approche terroir et vraiment focus sur les sélections parcellaires, mais aussi la pyramide que je vous ai montré avant, depuis 2017-2018. Mm. Donc voilà, vous voyez, on a des sols, nos sols donc, sont très argilo-calcaires. Il y a des parcelles où il y a plus d'argile que de calcaire, d'autres, il y a plus de calcaire que d'argile. Et on a un climat qui se rapproche, en gros, c'est un peu, alors au-delà de la pluie, parce qu'on a quand même des pluies marquées, on a à peu près 1000 millimètres de pluie par an, mais après c'est très irrégulier comment ça tombe. En niveau température, c'est un peu comme si on était la journée en côte rôtie et la nuit en côte de nuit. Donc, ouais, on a des grosses amplitudes qui permettent d'atteindre des jolies maturités, mais tout en préservant la fraîcheur, un éclat aromatique et la fraîcheur au niveau de l'équilibre en bouche. C'est pour ça que selon les millésimes, on ne sait pas trop si le Blo Frankish, Oui, on dit absolument. quoi, du de la Syrah ou on sait pas, on le met en lien avec Des du. fois, c'est du Pinot, des fois, c'est de la Syrah. Et après, bon, il y a sa propre identité, mais c'est vrai que c'est assez bluffant. On va dire, il y a les trois cépages principaux, lesquels, on va dire, les plus semblables du blanc frankish en fonction des terroirs et des millésimes. Je dirais que c'est Syrah, Pinot, on va dire les quatre, Syrah, Pinot et Cabernet Franc. Et de temps en temps, il y a un peu de Gamay aussi. Donc, vous voyez, il a un peu le profil, mais sa propre identité aussi. Évidemment, donc un grand, au sein de l'école, on a la chance de pratiquer beaucoup ce qu'on appelle la dégustation digéo-sensorielle pour mettre en lumière justement ces vins issus de parcelles bien distinctes. Euh, et un cépage, avant tout, c'est pas spécialement intéressant de goûter un cépage, une variété comme ça. Ce qui est toujours, ce qui nous fait entrer dans l'émotion en général, c'est quand un cépage s'efface dans sa variété, dans son côté variétal, mais laisse justement s'exprimer son goût du lieu. Et c'est exactement ce qu'on a retrouvé aujourd'hui avec les cuvées parcellaires que tu m'as proposées pour l'expérience de demain lors de la dégustation avec les étudiants. Et je vous invite, vous qui participez, à pouvoir vivre cette expérience justement en demandant aux vignerons de déguster les cuvées en parcellaire quand vous leur rendez visite. Mais là, c'était très flagrant à quel point l'impact. Donc, on avait 3 cuvées aujourd'hui. Ça pourrait être intéressant de partager notre expérience de ce qu'on a Oui, dégusté. Donc, on avait 3 cuvées et les parcelles étaient vraiment à 100 mètres voilà. l'une de l'autre, hein. Alors, voilà, on a dégusté ces trois parcelles. Donc, nous, on est localisé ici dans le village de Ternovet. Donc, ça, c'était la deuxième parcelle qu'on avait goûtée. Mhm. Après, 1 kilomètre de là, donc on a la parcelle Logwitza, Reber Logwitza, qui est ici, où là, on a beaucoup plus d'argile. Là, en fait, partout, on a de l'argile. Ici, les racines sont de l'argile pure, l'argile on voit ici un petit peu, l'argile un peu rouge, parce qu'on a pas mal de fer aussi dans le sol, d'oxyde de fer. Après ici, Doma, donc à la maison Ternovets, on a de la même argile, mais quand on regarde, ça fait plus brun, ça tire plus vers le marron, parce que là, du coup, on a c'est la même argile, mais on a plus du calcaire, le calcaire blanc dolomitisé qu'on retrouve dans le calcaire jurassique, qu'on retrouve dans le sol. Et après, on a notre cru, notre Lega Pescevica, qui, pour la petite anecdote marrante, si on traduit Pescevica en français, ça serait Montrachet, ce qui veut dire le mont chauve, hein. C'est pareil. Et où là, on a le même type de sol qu'ici, sauf que c'est un sol qui a été beaucoup plus lavé, entre guillemets, plus ancien. Et les sols sont beaucoup moins profonds, beaucoup plus drainants, avec beaucoup plus de calcaire présent dans le sol. Donc là, vous voyez, en gros, c'est un peu une démarcation. Mais ici, on est dans un périmètre d'1 kilomètre, 1 kilomètre 5, quoi. On est juste à Et côté. Et là, c'est un peu les différentes zones géologiques du point. c'est magnifique et merci de me montrer la carte. Maintenant, je comprends mieux, mais c'est super de pouvoir voilà, goûter. Et effectivement, ce que j'ai vraiment aimé dans ce Blo Frankish de la zone de là. Désolée pour mon accent slovène. Plešivica? Plešivica. Plišivica. Ouais. De la Non, zone. j'étais comme ça au début aussi, hein. Mais merci de ta gentillesse, ta patience.
pour mon accent. Et effectivement, la cuvée, donc on a dégusté tout à l'aveugle et la cuvée, la dernière cuvée qu'on a dégustée, elle avait quelque chose de si élégant avec des tanins, ce grain qui était très poudré, qui rappelait justement ces terroirs plus calcaires. Et surtout, il y avait énormément de profondeur et d'éclat dans ce vin et une salivation assez intense qui rappelle justement ces terroirs plutôt sédimentaires, plutôt calcaires qu'on retrouve. Et j'ai trouvé que c'était très marqué, très, très élégant. Et cette notion toujours un relief très fin, très poudré, très délicat. Et je trouve que ça apportait énormément de classe et de relief à ce vin. Et c'est pas donc c'est pour ça d'ailleurs que vous avez décidé hein, avec la famille, avec ta famille, d'en faire une cuvée parcellaire Ben, distincte. en fait, oui, en fait, c'est parti. On a eu une compréhension à ce niveau-là qui est arrivée plus tard, mais c'est parti un peu de l'intuition de ma femme. À l'époque, je ne connaissais pas encore, c'était en 2011. C'est juste avant qu'elle parte pour l'Afrique du Sud. Et elle s'est dit, ben, quand même, là-bas, la parcelle, elle a quand même plutôt pas mal. Donc, on va en faire une parcellaire, on va voir ce qu'on a. Et c'est comme ça qu'est née la cuvée Verbanca. Et au fur et à mesure, ben, on a commencé à comprendre beaucoup mieux pourquoi on avait cette qualité. Et on a fait une sélection de plus en plus stricte aussi sur la parcelle même, parce que la parcelle, faut voir qu'en bas de la parcelle, on a des sols beaucoup plus profonds et on voit que c'est beaucoup plus vigoureux, les grappes sont beaucoup plus grosses, etc. Et donc ça, des quelques pieds de vigne, il y en a 8 ou 10, on les enlève et on l'utilise pour notre rosée. Et après, on utilise le reste de la parcelle pour faire ce vin. Mais Mm. complètement, le Bois-Frankisch, si vous connaissez un peu les exemples autrichiens, quand vous allez dans les terroirs du Mittelburgenland, on va avoir des trucs assez puissants, même toujours avec toujours de belle acidité et toujours de la finesse, mais plus puissant. Ici, chez nous, on a, alors peut-être parce qu'on a un peu plus de pluie aussi, et puis on a ces terroirs calcaires, on est beaucoup plus dans l'élégance et dans la finesse. Et quelque part, ça me fait un peu penser, je qualifierais nos terroirs et notre région un peu presque de Toscane du Blanc-Franquish et un peu une élégance à l'italienne. Et un peu qui rappelle quelque part un certain vin de Toscane dans cet équilibre-là. Ouais. Avec le côté effectivement calcaire que tu as décrit, Justine, qui est vraiment marqué. Ouais, tout à fait. Ok. Et effectivement, sur les deux autres parcelles, ce qu'on a remarqué aujourd'hui, parce que quand on pratique justement l'approche plutôt parcellaire de la dégustation parcellaire, hein, et dite géosensorielle, hein, ce qu'on pratique beaucoup ici à l'école, on remarque que il n'y a pas comment dire, il n'y a pas une seule méthode, c'est-à-dire tous les sols d'argile vont pas faire tout le temps les mêmes réactions dans la bouche, en fonction justement bah, du cépage, du climat, etc. Donc aujourd'hui, déguster comment se comporte le Blaufränkisch sur ce climat-là en approche géosensorielle a été hyper intéressant. Et ce qui était très chouette aussi, c'était de remarquer que sur la partie où il y avait des parcelles plus, comment dire, Notamment, ouais. plus concentrées en clair, Avec plus de calcaire, ouais. avec plus d'argile, voilà. Celle qui était plus concentrée en argile, ça faisait des vins un petit peu plus fluets finalement, un petit peu plus Absolument. longiligne aussi, avec un grain très, 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 très fin, presque collant, mais vraiment très longiligne. Alors que quand on apporte, au contraire, quand on était sur la parcelle de Domatrovnek, Oui, oui, ici, ouais, ouais, mais doma, ça veut dire maison en slovène, donc c'est parce qu'on a le chien, etc. Mais c'est un Ternovec, ouais. exactement. Et donc, le calcaire, où il y avait majoritairement de calcaire cette fois, enfin, il y en avait un peu plus que sur la cuvée précédente, C'est il y ça avait qui est un, assez, il y comme avait tu un- dis, ça qui est vraiment franchement bluffant, c'est que c'est quand même une majorité d'argile qu'on a là, mais on le voit à la couleur du calcaire, on a du calcaire qui est dissous dans l'argile, donc qui est présent. Alors que à l'Orvitsa, là, c'est du 100% argile, quoi. Et c'est Mais la on différence. retrouve un milieu de bouche scintillant avec beaucoup plus d'acidité, de fraîcheur, d'éclat. Et c'est assez dingue de remarquer ça, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est comme quoi ces dégustations, quand on permet de déguster de manière parcellaire, on voit vraiment l'impact du lieu. Et on avait des bouches beaucoup plus saillantes aussi, avec plus d'acidité en milieu de bouche. Et c'était très joli, ça apportait énormément de fraîcheur au vin. Absolument. C'était merveilleux, vraiment. Donc, comme quoi, ce fameux Blue Frankish, il est vraiment une éponge à terroir, comme tu disais tout à l'heure. Et merci aux vignerons comme toi de pouvoir nous faire vivre ces émotions-là. En tout cas, c'était très beau.
Euh, Ben, c'était le plaisir de été partagé. Puis, comme dit, moi, enfin, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et en plus, là, ça regroupe les deux, l'aspect terroir et l'aspect Bafranquiche. Et donc, c'est toujours un plaisir de partager ça. Et puis aussi de pouvoir, et c'est pour ça que j'étais vraiment content que tu puisses venir, de pouvoir décrire et d'utiliser justement l'approche géosensorielle pour pouvoir décrire et générer un peu un vocabulaire qui approprié pour décrire ce qu'on ressent, quoi. alors, juste, il nous reste que 5 minutes seulement, mais là, je Oui, vois, tu sais, sur sur l'image, là, on voit que tu oui, notes des arômes. Alors, c'est vrai que l'aromatique, c'est un sujet sur lequel tu travailles depuis des années. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je suis désolée, il reste 5 minutes, mais Non, non, ouais, ouais, mais c'est là, en fait, mon domaine d'expertise au niveau recherche, j'ai travaillé beaucoup sur les arômes. Quand j'étais à Bordeaux, quand j'ai fait ma thèse, à Bordeaux, j'ai travaillé sur l'impact de la malolactique, de la fermentation malolactique sur les arômes fruités des vins rouges. Puis après, quand j'ai travaillé, quand je suis parti à l'étranger, je commençais à beaucoup travailler sur la maturité aromatique et l'impact de la maturité des raisins sur le profil aromatique des vins. très Et intéressant. ici, en Slovénie, j'y travaille encore en développant, en travaillant sur des modèles assez nouveaux sur ça. Et à côté de ça, j'ai pas mal travaillé sur la typicité aromatique de cépages quand j'étais en Australie, ici sur les cépages locaux, et aussi dernièrement sur l'impact de la présence d'éléments comme le fer, le cuivre, le manganèse, le zinc sur l'évolution aromatique des vins blancs comme rouges maintenant aussi. C'est ça. Et en fait, il y a un sujet très, très intéressant que tu m'as partagé aujourd'hui sur, au niveau de la date de récolte des raisins. Euh, Absolument. tu as remarqué, enfin, au cours de tes travaux que ça a mené, notamment en Australie aussi, donc, tu fais attention maintenant, vous faites attention de récolter au bon moment pour être dans la maturité optimale, non seulement organique, enfin des sucres, la maturité des sucres, la maturité phénolique, mais aussi la maturité pardon, aromatique. Aromatique, ouais. Ben, en fait, oui, il y a trois types de maturité. Il y a maturité technologique, sucre acide, en gros, pour faire court. Phénolique, alors là, c'est plus sur les rouges, même sur les blancs, il peut avoir aussi un petit côté, euh, quel niveau textural, etc. Surtout quand on fait un petit peu de macération pelliculaire. Et après, ben, sur les deux, on a des mesures objectives, hein, c'est-à-dire des mesures physiques, physico-chimiques pour quantifier ce nombre de choses. Alors, la maturité aromatique est extrêmement importante pour la qualité du vin futur. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de mesures objectives qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des cépages. Et c'est un modèle qu'on a, donc, qui s'appelle le modèle d'accumulation en sucre. On a travaillé dessus avec mon mentor, le professeur Alain Deloire, avec qui j'ai travaillé en Afrique du Sud, en Australie, et puis aussi on a quelques collaborations qui sont ici en Slovénie. Et en fait, donc c'est en suivant juste la dynamique, comment le raisin charge de sucre, ça nous permet de programmer des timings de récolte de vendange qui correspondent à un profil aromatique bien marqué. Et ça marche plutôt bien. Et derrière ça, si on arrive à mettre un peu en papier calme dessus les événements climatiques qui arrivent, on se rend compte qu'il y a des choses qui impactent le profil énormément des vins. Et tu as pu le vérifier, Justine, sur le Sauvignon notamment, en dégustant notre cuvée parcellaire, la Losite C 2021-2022, au niveau du profil aromatique qui change beaucoup, alors que il y a tout qui a été fait pareil, sauf qu'il y a eu un événement climatique qui est arrivé à un moment donné de la maturité qui a fait Ça que fait le évoluer profil. évidemment ça Ouais, fait bouger l'aromatique. ouais, absolument. Très bien. Ben, écoute, nous arrivons à la fin de de notre talk show. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a donné envie, chers participants, de davantage goûter les vins slovènes. Est-ce que tu as envie de faire passer un dernier message, Guillaume, toi qui es Non, ouais, dernier euh, message, bah non, n'ayez pas peur des vins slovènes. Non, il y a un potentiel fabuleux ici, un joli, très,
très joli pays. Et moi, je pense qu'on est à 20-30% de la compréhension, de la mise en valeur des terroirs slovènes. Il y a tellement de choses à faire encore. On est en phase d'apprentissage. Vous avez vu la chronologie en venue chez nous. Donc, on a vraiment commencé à vraiment connaître notre terroir il y a pas 5-6 ans, depuis on est revenu avec ma femme. Mais c'est un pays, en plus, dans cette époque-là de changement climatique, où vous allez trouver beaucoup de vin avec la fraîcheur aromatique, la fraîcheur gustative, sans que ça se tombe dans un truc qui est austère et simple avec beaucoup de complexité. Donc, venez voir par vous-même. Il y a des vols directs Paris-Ljubljana. Et sinon, Venise est à côté. C'est ce que tu as fait, Justine. Hmm. Est-ce que tu peux écrire peut-être dans le chat le nom de ton domaine du Oui, bar aussi? oui, c'est vrai. Donc c'est le domaine Chouquier, voilà. Et c'est wine bar. Donc on a donc un bar à vin qui marche très bien donc à Ljubljana, wine bar Chouquier, où du coup on présente pas que nos vins, hein. On a évidemment nos vins, c'est important, mais on a des vins on a à peu près 400 étiquettes au bar et on a à peu près 60% de vins français, pardon, de vins slovènes de toutes les régions, et on a 40% de vins étrangers parce qu'on a quand même une grosse clientèle slovène, et on a fait partie des gens qui ont fait un peu bouger les choses, à leur faire goûter des vins un peu d'ailleurs aussi, et quelque part développer un peu la culture vin à Ljubljana. Hmm. Hop, alors, je regardais juste, c'est bien, tout le monde a vu l'adresse. Bon, je mets l'adresse du wine bar. Mais je crois que tu auras de la visite, hein. Il y a des personnes qui viennent en juillet, tout ça, super. Donc, si vous Oui, avez oui, faire, on a pas mal une de Français randonnée, qui viennent nous voir, ouais. si vous avez envie de faire de belles randonnées, de passer du temps dans Ouais. la magnifique campagne slovène, c'est le moment. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci à tous d'avoir suivi ce talk et d'être intéressé un petit moment à la Slovénie. Merci Justine pour ce moment et ce talk. Et puis on se retrouve très vite. Merci, merci. À très bientôt. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un prochain talk show. Je crois que ce sera sur les grands millésimes et les vieux millésimes. Comment profiter au mieux des vins évolués. Mhm. C'est toute une histoire. Je sens qu'il va avoir de sacrées pépites. Et Franck sera avec nous la prochaine fois, je crois bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Merci.